pour resituer notre table ronde, la semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron a reçu à Versailles plus de 160 investisseurs pour une semaine placée sous le signe du fabriqué en France. L'objectif, c'était réaffirmer le tissu industriel français et au total, 10 milliards d'euros d'investissement ont été annoncés donc, pendant ce sommet Choose France. Et quand on regarde, en effet, on se dit la France est pas si mal au niveau de l'industrie. On est classé, en fait, selon un baromètre publié par l'usine Nouvelle, sur 48 pays en Europe et au-delà, on est classé première en matière d'implantation et d'extension d'activités industrielles. Et pourtant, quand je regarde la presse, on voit aussi beaucoup de fermetures d'usines. Elles font évidemment les gros titres. La dernière qui a marqué l'année 2019, c'est la fermeture d'un des sites de Michelin à La Roche-sur-Yon. Donc on ne sait pas trop parfois où se situer dans l'industrie française. On a l'impression qu'elle est vivante mais qu'elle est en tension. Donc comment est-ce qu'on assure sa redynamisation et de manière efficace? Et pour en parler, j'ai trois invités autour de ces tables. Donc Abdulkadir Malik, bonjour. Vous êtes en charge d'un projet, le campus de l'industrie du futur de la Fondation Total. On aura l'occasion évidemment d'en parler. Franck Letendre, vous êtes le PDG de Finalcad. Et Jean-Daniel Weiss, vous êtes associé, chez le cabinet Kohler, docteur en économie et consultant en stratégie en management auprès de chefs d'entreprise. Merci à tous les trois d'être là. Cette table ronde, elle s'appelle les temps modernes, mais en fait c'est un peu une vision qu'on a de l'industrie justement avec ces grosses usines à charbon, avec des grandes fumées noires, et en même temps j'entends aussi le terme d'industrie du futur, industrie 4.0. Alors ma première question c'est comment est-ce qu'on définit cette nouvelle industrie aujourd'hui en France? Je commence par vous. Alors si on veut définir l'industrie du futur, l'industrie 4.0, on peut d'abord la définir comme un ensemble de technologies liées au numérique qui vont permettre de mettre en connexion l'ensemble des éléments d'une usine. Et on va créer un espèce de super système qui va permettre à l'usine de fonctionner de manière relativement autonome. C'est ça, je dirais, la vision qu'on a dans l'industrie 4.0. Mais ça, je dirais, c'est qu'une modalité. Ce qu'on oublie souvent, c'est la finalité de l'industrie 4.0. Et je trouve que la vision industrielle qui est donnée à travers l'industrie 4.0 est absolument fascinante. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va faire produire des produits individualisés au même coût que la production de masse. Pour dire autrement, l'industrie 4.0, soit la quatrième révolution industrielle, ça veut dire qu'on va mettre à l'envers le paradigme fordiste qu'on connaît depuis le début du XXe siècle. C'est produire toujours plus de biens à des coûts toujours moindres, en volume important, de manière à ce que les gens puissent les acheter relativement facilement. Là, l'idée, si on la pousse à l'extrême, ça veut dire qu'on va faire du prototype de masse. Ce qui, pour un industriel, peut être parfaitement angoissant, parce qu'on sait que le prototype, en règle générale, c'est ce qui désorganise par définition un flux de production. Mais je trouve que c'est intéressant de voir quelle est l'ambition, quelle est la finalité qu'on a donnée dès le départ à cette industrie 4.0 pour lui redonner aussi envie d'aller vers l'industrie. Parce que ce paradigme fordiste, qui aujourd'hui, je dirais, de manière ultime, arrive dans le lean manufacturing, il faut le rénover, il faut lui donner un petit peu un nouveau lustre. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette histoire qu'on a racontée autour de l'industrie 4.0. Franck ? Alors, moi, je peux vous donner un éclairage sur deux industries, celle du numérique que je représente. Le métier de Finalcad, c'est l'édition de logiciels à destination des métiers de la construction, et évidemment l'industrie de la construction qu'on sert à travers nos applications. Il est certain que l'industrie de la construction, à l'inverse probablement de beaucoup d'autres industriels qui fabriquent des produits et qui ensuite les vendent, l'industrie de la construction vend un projet et ensuite le fabrique. Donc c'est une petite différence, mais qui est une différence de taille, puisque ça a beaucoup d'impact sur les processus et sur la nécessité d'avoir des outils qui peuvent aider les équipes terrain à améliorer la productivité, à améliorer les standards de qualité, à améliorer les standards de sécurité. Voilà. En même temps, l'industrie de la construction, c'est une industrie qui est bouleversée par des nouveaux acteurs qui rentrent, des acteurs qui viennent de pays d'Asie notamment, qui ont, pour tout un tas de raisons, mais des raisons de temps, des raisons d'économie, des raisons d'échelle, fait évoluer profondément les méthodes de construction et vont beaucoup, par exemple, sur des problématiques de préfabriqués, des problématiques de hors-site, on en viendra sans doute. Ouais, enfin voilà, mais ça bouleverse énormément l'industrie, mais c'est une industrie qui, d'un point de vue du numérique, pour relier avec le métier de Finalcad, est finalement assez peu numérisée aujourd'hui. Il y a énormément d'enjeux pour aider cette industrie. Vous, Abdul, pour vous, l'industrie du futur, l'industrie dans laquelle, en tout cas, ou la quatrième révolution industrielle dans laquelle on est, elle vous évoque quoi?
Pour nous, l'industrie du futur, c'est, je dirais pour moi, et c'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement, c'est la sécurité aussi. Selon les 9 piliers de l'industrie 4.0, il y en a un qui est l'Internet des objets. Avec de l'Internet des objets, on est capable de voir, contrôler, piloter des installations qui ne sont pas accessibles facilement ou qui sont dangereux de par leur accessibilité, et de façon à ce que les opérations puissent se faire dans des conditions de sécurité qui sont très convenables et très acceptables. Et donc l'industrie 4.0, c'est ces innovations qui nous permettent de rendre nos installations plus sûres. Ça permet d'avoir des salariés moins exposés au risque et donc du coup gagner en performance et gagner en bien-être pour les collaborateurs. Il y a 10 ans, on entendait en tout cas souvent dire voilà, il n'y aura plus d'industrie en France, il faut s'orienter exclusivement vers les services. Et on le voit, l'industrie elle est passée de 25% du PIB dans les années 80 à 10% du PIB en 2017. Et aujourd'hui, on parle de réindustrialisation. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est des changements de mentalité? Est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un savoir-faire en France aussi qui valait le coup? Ça, c'est évident qu'on a un savoir-faire en France qui vaut le coup. Moi, j'observe toujours un profond décalage entre ce discours qu'on entend encore aujourd'hui sur la désindustrialisation et ce que je constate toutes les semaines sur le terrain. Parce que moi, je vais voir des boîtes industrielles, principalement des PME, des ETI, dans tous les coins de la France. Ce que je constate, c'est qu'on a des superbes entreprises qui ne demandent qu'à croître. Et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs qui limitent leur croissance et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir face aux Allemands, on n'a pas à rougir face aux Italiens, on n'a pas à rougir face à aucun pays, je pense, aujourd'hui en Europe. L'industrie française, elle est vraiment extrêmement créative, extrêmement puissante. Il y a des tas de business qui sont prêts à se développer, qui butent aujourd'hui sur des difficultés. Donc il faut les accompagner, il faut les aider. Justement, les difficultés, si vous deviez m'en citer deux majeures. Je vais vous en citer trois majeures que je rencontre dans quasiment toutes les entreprises que j'accompagne, qui ne vont pas être, comme on le dit souvent, l'innovation, l'internationalisation ou la numérisation. Ça, c'est des grands mantras. Moi, ce que j'observe le plus sur le terrain, c'est d'abord des difficultés en termes de marketing stratégique. C'est-à-dire des entreprises qui ont souvent du mal à définir leur segment de marché, à construire les basiques avec lesquels elles vont définir leur stratégie. Ça, c'est le premier point. Deuxième sujet, c'est la connaissance des marges. Ça peut sembler complètement évident, mais souvent, les dirigeants vous disent « mais oui, je connais mes marges ». Et quand vous creusez, finalement, d'abord, tout le monde ne comprend pas la même chose derrière le terme de marge. Et les marges par famille de produits, par segment, elles sont relativement peu connues. Et le troisième levier, troisième sujet que je rencontre très souvent, c'est l'efficacité collective de l'équipe dirigeante. C'est-à-dire que dans le cursus normal d'évolution d'une entreprise, une PME, on a un dirigeant qui est souvent un homme orchestre, qui s'entoure progressivement de compétences et qui doit devenir un chef d'orchestre. Et c'est effectivement cette mutation qui est très difficile. Et je constate souvent des équipes qui ne donnent pas leur plein potentiel. Aussi, il y a tout un travail d'accompagnement d'équipe à faire pour véritablement pouvoir notamment travailler sur des sujets qui sont la stratégie et les marges. Est-ce qu'il y a aussi un défaut dans l'industrie, c'est qu'il y a des métiers en tension et en manque de compétences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut justement de formation et d'éducation? Et cette question, elle s'adresse aussi tout particulièrement à vous, Abdoul. Est-ce que justement, voilà, il n'y a pas aujourd'hui un déficit de formation pour les métiers de l'industrie? Oui, un déficit. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles, mais pas que le groupe s'est engagé dans ce projet qui est de l'Industrie. L'Industrie, qu'est-ce que c'est? C'est un campus dans lequel nous allons pouvoir former des jeunes aux métiers de l'industrie du futur, sur des métiers de type robotique, de type inspection des installations, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ce sont des métiers sous tension, on sait que ce sont des métiers qui s'apprennent dans des délais relativement courts, au niveau au moins pour pouvoir faire justement ce type de contrôle. Et le groupe est donc engagé là-dessus pour pouvoir, à fin 2020, délivrer ce projet qui se situera à Stein, donc c'est au nord de Seine-Saint-Denis, former 400 jeunes par an sur les métiers de l'industrie. Nous avons travaillé à peu près 2 ans et demi maintenant sur la définition de projet. On est en train d'arriver en fin de parcours pour pouvoir lancer à fin 2020. Sur justement quels étaient les besoins des entreprises. Donc en faisant le tour de la question avec les parties prenantes sur les métiers sous tension, les compétences voulues, que ce soit des compétences techniques, mais également comportementales, parce que nous devons apporter des compétences également comportementales dans le cadre de ces formations. L'objectif est là de pouvoir apporter une solution pour que chaque jeune, parmi les 400 jeunes par an qui passeront dans cette école, ait une chance d'avoir un débouché, que ce soit un job, une poursuite d'études ou de l'entrepreneuriat.
C'est quoi l'écosystème. Pardon, je vous coupe, Pardon. mais c'est justement, vous parlez de métiers sous tension. C'est quoi justement ces métiers-là? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns pour s'en rendre compte? Bah, la première que je vais citer, par exemple, c'est le contrôle des installations, ce qu'on appelle les contrôles non destructifs. On est tous au fait sur quand des grandes infrastructures fail, donc vraiment arrivent à la rupture technique par rapport à ce à quoi elle est dimensionnée. Eh ben, ça fait quand même des tragédies. On a des exemples de ponts qui ont lâché. Et des exemples, il y en a quand même beaucoup. Et finalement, ces métiers-là sont en transition, ces métiers-là vivent une révolution parce qu'aujourd'hui, avec la robotique et les drones, nous pourrons faire encore plus de contrôles, mais en plus d'en faire plus, c'est également d'affiner les résultats. Donc être sûr que par rapport à ce qui a été contrôlé, est-ce que ça passe ou pas en fonction de la norme qui est définie. Un autre type de métier, c'est la numérisation des installations industrielles. Donc là, on tombe complètement dans le domaine du numérique. Parce qu'aujourd'hui, pour des soucis de sécurité, de performance, d'adaptation des outils industriels en fonction des nouveaux marchés et des nouveaux produits, l'exploitant, donc le responsable au niveau des sites, doit pouvoir avoir un œil très fin, très aiguisé sur quel est l'état de santé un petit peu de son installation et quand quelque chose ne va pas, comment l'anticiper pour pouvoir justement mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'éviter que la panne arrive et s'il y a un nouveau produit à faire construire, comment réadapter l'outil très rapidement. Et la numérisation des installations industrielles où en fait on numérise de façon sur des ordinateurs avec des dessins tels que les logiciels que vous faites, permet justement de faire cet exercice. Et aujourd'hui, c'est un enjeu qui concerne toutes les industries. On est tous face à cette réalité qu'il faut avoir beaucoup plus de vigilance sur la performance de nos outils pour pouvoir survivre. Total le dit, on ne veut pas devenir des dinosaures, mais cette problématique, elle est également partagée dans toutes les entreprises. Le tissu industriel, vous en parlez en début de conversation. 75% des industries sur les 240 000 en France concernent des PME, des TPE, des ETI. Même ces petites structures, autant les grandes, oui, c'est un grand sujet et on y met les moyens, mais même les petites structures, c'est un sujet qui va concerner la survie même de ces petites structures. Et donc, c'est un enjeu industriel national. Ça, c'est un deuxième exemple. Vous vouliez peut-être intervenir avant de... Oui, pour donner quelques chiffres, qu'on se rend compte un peu des ordres de grandeur, l'industrie effectivement du bâtiment, c'est 1,5 million d'actifs en France. C'est une ambition de former 50 000 jeunes sur les 10 prochaines années. C'est des volumes importants et ce sont effectivement des industries qui sont concernées au premier chef par les enjeux qui viennent d'être expliqués autour de la sécurité, de la numérisation, de la montée en qualité, globalement, de l'ensemble des ouvrages qu'ils réalisent. Pour ce qui est du numérique, là on parle d'environ à peu près 3% des actifs en France viennent d'emplois dans le numérique. On parle de 800 000 emplois dans le domaine du numérique. Ça représente, comme je dis, 3% aujourd'hui des actifs. On est dans une tendance à dépasser les 4% sous 10 ans et c'est une tendance qui ne fait que croître. Et donc les compétences, on les a, elles sont connues, elles sont reconnues. On forme de très très bons ingénieurs en France. J'en veux pour preuve beaucoup de laboratoires, de grands acteurs du numérique internationaux qui viennent s'installer, investir fortement en France pour créer des laboratoires autour de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'IoT. Et on a nous-mêmes dans nos équipes des talents qui contribuent à comprendre, à intégrer les enjeux des métiers et effectivement à les numériser et à donner des outils qui permettent de répliquer. Un des vrais gros enjeux qu'on a dans l'industrie de la construction en particulier, c'est un enjeu de standardisation. Beaucoup de progrès sont faits dans l'industrie lorsqu'on aura compris les bonnes pratiques de tel ou tel type d'ouvrage et qu'on sera capable de les répliquer, ce qu'on rencontre moins dans d'autres industries qui sont beaucoup plus processées comme le oil and gas, qui sont aussi des clients qu'on adresse, mais qui ont déjà intégré ces problématiques très en amont depuis pas mal d'années. Pour revenir sur la formation, donc voilà, votre projet, il forme des jeunes. J'ai aucun doute sur le fait que la génération dont je fais aussi partie peut se former aux outils du numérique et très rapidement. Moi, j'ai aussi une inquiétude pour la génération plutôt 50-60. On voit évidemment qu'il y a un chômage important chez les jeunes, mais moi, c'est aussi cette tranche d'âge qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on va former plein de jeunes, c'est très bien, mais on fait quoi des gens qui ont potentiellement des difficultés à se former à ces nouveaux métiers? Est-ce qu'il n'y a pas des failles aussi dans cette formation-là? Alors, ce que vous dites est important parce qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, qui est au-delà de la formation initiale, c'est de la formation continue et potentiellement de la reconversion. Ce qu'on voit, d'abord, c'est que cette problématique de métier, elle ne se pose pas que dans les métiers liés au numérique.
Moi, mes clients dans les territoires, ce qu'ils recherchent, c'est des fraiseurs P3, c'est des chaudronniers, c'est des soudeurs, c'est des ajusteurs, c'est des outilleurs, des personnes avec des forts savoir-faire qu'ils ont énormément de mal à attirer et à garder. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là deviennent de plus en plus mobiles. Et on voit même dans certaines régions, alors là, ça commence en Roumanie depuis un certain temps, apparaître ce qu'on ne connaissait pas depuis pas mal d'années, ce qu'on appelle le vagabondage ouvrier. C'est-à-dire que certains sont là le matin, et puis l'après-midi, ils sont partis dans la boîte d'à côté. Donc ça, c'est des vrais sujets. Être attractif et retenir les talents, c'est des sujets absolument essentiels. Et un des moyens quand même de pallier ce manque de main-d'œuvre, au-delà de toutes les initiatives louables en formation continue, c'est la reconversion. Par exemple, une entreprise comme Hager, qui fait du matériel électrique à Aubernais en Alsace, une boîte allemande mais qui est très implantée en France, ils ont mis en place, parce qu'ils ne se trouvaient pas d'outilleurs, un programme interne donc, qui permet à la fois, mutualiser avec d'autres entreprises, de former des outilleurs, mais aussi qui permet à des gens de l'entreprise de devenir outilleurs. C'est-à-dire, vous travaillez à la comptabilité, et vous dites, tiens, j'aimerais bien faire un nouveau métier, ça m'intéresse, travailler avec mes mains, outilleur, c'est technique, vous pouvez devenir, entre guillemets, outilleur. Et ça, c'est important parce que ce numérique, aujourd'hui, l'impact principal qu'il va avoir sur l'emploi, ce n'est pas sur les fonctions de production. Celles-ci, elles ont déjà, je dirais, pris cette vague de l'automatisation. Et aujourd'hui, comme je disais, on cherche plutôt du monde. Donc, ce n'est pas les robots qui vont détruire l'emploi et l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Par contre, les fonctions, je dirais, plus administratives, où on processe beaucoup de data un petit peu à la main, dans les tableaux, où on prend de l'info à un endroit pour la mettre ailleurs, eux, effectivement, vont être très fortement impactés. Alors, je pense à des fonctions liées à la comptabilité, le contrôle de gestion, la logistique, l'approvisionnement. Et donc, il est important de mettre des passerelles, quelque part, entre ces fonctions-là aussi et le monde de la production. Abdoul, sur le fait aussi d'avoir justement de former des jeunes, mais de peut-être pas d'avoir un déficit de formation pour justement les quarantenaires, cinquantenaires. Est-ce que c'est un projet sur lequel le Total pourrait investir? Je voudrais plutôt parler de la complémentarité des générations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple un partenariat avec les écoles de production. Les écoles de production, c'est justement les métiers dont vous citiez, où on forme des jeunes entre 15 et 17 ans sur des métiers type fraiseur. Pour un bac pro, et Total a pris la décision d'investir de façon assez importante sur les 10 prochaines années pour la construction de 60 écoles. Quand on dit la formation de ces jeunes, il faut des formateurs. Et justement, l'industrie, et qu'est-ce que peut apporter l'industrie, qu'est-ce que peut apporter le dynamisme au niveau des jeunes, fait qu'on a besoin également des personnes qui sont plus âgées, beaucoup plus expérimentées, pour leur apprendre les métiers, pour justement leur faire de la transmission de connaissances. Et ce volet-là a besoin également de compétences. Donc toute cette génération-là qui devra former ces jeunes doit également être montée en compétences. Donc on parle de complémentarité. On a d'autres exemples. Aujourd'hui en France, on a à peu près 3500 stations-service. La décision a été prise d'en enfermer aucune. On sait que en termes de l'âge moyen d'un gérant de station-service, on n'est pas plutôt dans les 18, on est quand même beaucoup plus. Mais aujourd'hui, avec une décision comme celle-ci, et puis j'ai ma collègue Johanna qui est aussi dans la salle, on travaille sur comment est-ce que la station-service, pour la pérenniser, pour sa durabilité sur le territoire et dans son écosystème, peut devenir un lieu de vie. Et par exemple, pourquoi pas faire un partenariat avec la Poste pour que justement la station-service participe à cette distribution. On est en train de regarder des sujets avec des ESS. Comment est-ce que la station-service peut devenir un lieu de vie un petit peu central pour des entreprises solidaires afin qu'eux aussi développent leur business. Et donc là, on est aussi sur une génération qui est plus âgée. Donc je parlerais plutôt de complémentarité plutôt que vraiment de compétition. Et la complémentarité intergénérationnelle, c'est aussi quelque chose qui, justement, que vous voyez, vous, sur les chantiers. Alors, ça fait partie de l'ADN du secteur de la construction. Hein. On a des savoir-faire qui sont portés par des chefs de chantier qui ont effectivement 50, 60 ans, qui ont 30, 40 ans d'expérience, avec au fond une volonté de transmettre ces savoirs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, si on fait la translation entre ce que le numérique peut apporter et comment on va créer des conditions favorables finalement à la formation ou à ces transferts de savoir. Une anecdote, il y a une étape dans le process de construction qui est assez spécifique, qui concerne la levée des réserves et qui consomme énormément d'énergie. Lever des réserves qui, si elles sont bien gérées, vont impacter finalement les marges du projet. Et ce sont des industries qui se battent à quelques pourcentages, derrière la virgule de marge. Et on a un de nos clients qui nous disait, voilà, depuis que j'ai numérisé cette partie-là, je gagne à peu près une demi-journée par semaine
sur la levée de réserve. Cette demi-journée, je l'ai transformée en temps disponible pour former mes équipes. Et donc en fait, le vendredi, à midi, on réunit toutes les équipes. Alors ça va être des formations sur la sécurité, ça va être des formations sur tout un tas de thèmes qui sont importants pour l'entreprise. Mais voilà, un exemple du numérique auquel on ne pense pas forcément, améliorer la productivité, améliorer les marges, améliorer potentiellement même les revenus, ça peut aussi générer du temps utile pour transmettre ces savoirs, former les gens et s'assurer qu'on monte systématiquement et toujours le niveau de qualité d'exigence sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire, et je repense au système éducatif, pour promouvoir aussi le travail ouvrier quand on voit en Allemagne, il y a évidemment une vision, je pense, de l'ouvrier qui est différente de celle en France, même ça se traduit aussi par 25% de salaire en plus comparé à l'ouvrier français. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage culturel en France par rapport au travail ouvrier ? Oui, assurément, on a très fortement dévalorisé le travail, je dirais manuel, je dirais même le travail en soi. Il y a effectivement en Allemagne une approche, enfin le terme en allemand pour le métier, c'est Beruf. Hein, et Berufung, en allemand, c'est la vocation. C'est-à-dire qu'il y a une très très forte proximité entre ce que l'on fait comme métier et ce que l'on est. En tout cas, ce pourquoi on est sur Terre. Donc, il y a cette philosophie qui fait que le travail, y compris le travail manuel, quel que sorte qu'il soit, est quelque chose de valorisé. Moi, que j'étais toujours surpris quand je faisais des échanges linguistiques, j'étais tout jeune. Nous, Français, on rêvait tous de faire la prépa qui nous emmenait vers la grande école de notre rêve. Et nos correspondants ou correspondantes allemands, ils rêvaient d'aller bosser dans la boîte du Mittelstand qui était à côté de la ville où ils habitaient. Donc on n'avait pas du tout le même horizon et la même ambition. Aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui sont tout à fait considérés. Donc on a un problème effectivement, je pense, de valorisation du travail de manière générale, du travail manuel, ouvrier ou autre aussi, et je dirais même du travail artisanal, parce que ce problème il se pose pour l'industrie, mais il se pose aussi pour tous les travaux, tous les métiers artisanaux. Je rebondis avec une question qui est posée dans le public, qui dit qu'aujourd'hui la mode est aux petits producteurs ou à l'artisanat. Ne faut-il pas changer aussi l'image de l'industrie ? Bon, ça revient un peu à ce qu'on dit. Ouais, c'est assez fascinant. Il y a j'assistais à une conférence au Bernardin il n'y a pas longtemps où il y avait Pierre Vels, qui est un grand spécialiste de l'industrie, et qui racontait un concours d'architecture qui avait été lancé sur produire en ville. Et il nous a dit, mais sur tous les dossiers qu'on a reçus, toutes les idées, c'était des potagers. C'est-à-dire que toutes les réponses à cet appel d'offres pour produire en ville, c'était comment je fais des salades en ville. Mais à aucun moment on s'est posé la question de comment je vais produire des biens manufacturés en ville. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette industrie 4.0, dans cette industrie du futur, on a aussi un phénomène de miniaturisation qui est à l'œuvre. On voit de plus en plus des unités de production plus petites. Prenez par exemple la Speed Factory d'Adidas. Alors ils ont arrêté l'expérience parce qu'elle n'était pas rentable, mais l'idée c'était de faire une usine capable de fabriquer une chaussure de sport, personnalisée dans une usine, dans un îlot qui prend à peu près la place d'un conteneur. J'ai vu des expériences en Suisse où ils fabriquent des machines d'usinage qui sont de la taille d'une cafetière Nespresso, avec l'idée, demain peut-être, que cette machine ne sera plus dans une usine, mais elle sera peut-être dans un atelier en ville. Voilà, donc on a quelque part une production qui va très certainement revenir en ville, se rapprocher des centres urbains, et ça, c'est un sujet où, effectivement, qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte, parce que, et je dirais, mentalement, on a du mal encore. Hein. C'est un avis que vous partagez tous les deux ? On le partage, on fait plus que le partager, on l'incarne, on est une start-up, donc on amène l'agilité que des groupes cherchent quand ils s'adressent à nous. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Pour ce qui est de l'industrie de la construction, on est aussi confronté à par construction, justement, 4 majeurs et 300 000 entreprises en dessous qui sont beaucoup plus petites. Et ce qu'on voit poindre dans l'industrie du futur pour la construction, c'est que les savoir-faire, finalement, résident dans des beaucoup plus petites entreprises, donc des façons nouvelles de produire, des façons nouvelles de concevoir des unités, et qu'on doit créer un niveau d'égalité entre ces géants et ces entreprises plus petites qui puissent communiquer, qui puissent faire des affaires sur un niveau d'égalité, et qu'on crée des conditions favorables, notamment à travers le numérique, pour que les donneurs d'ordre puissent collaborer de façon efficace ensemble. Mais voilà, après, ce que je vois, il faut aussi qu'on ait conscience de l'état d'équipement en termes de numérique. C'est bien de parler de numérique, encore faut-il avoir des téléphones portables, encore faut-il avoir des tablettes. Et pour l'industrie qui est celle qu'on adresse, on se rend compte qu'il y a encore un niveau d'équipement qui est assez faible. Moi qui voyage assez souvent pour nos affaires, quand on va à Singapour, quand on va en Chine, tout le monde, sur un chantier, tout le monde a un téléphone portable.
Donc tout le monde a l'habitude de recevoir ses instructions via du numérique. Le numérique est rentré dans les us et coutumes, et du coup, ça devient assez facile pour ces géants de la construction ou ces plus petites entreprises de diffuser le numérique au niveau des équipes. C'est un peu plus compliqué chez nous encore. Ce que je pourrais rajouter également, c'est un projet comme celui de l'industrie, c'est 50 emplois créés directs, encore peut-être 25 indirects, pour former 400 jeunes. Donc il y a aussi dans l'industrie, et il faut être fier de ça, l'étymologie du mot industrie d'ailleurs, ça veut dire entrepreneuriat de quelque sorte. Donc on doit en être fier, on doit être courageux. On est courageux sur des programmes comme celui-ci, sur de l'insertion des jeunes, mais également au niveau d'un groupe comme Total, où on investit à peu près 16 milliards d'euros par an sur des grands projets, c'est 16 milliards d'euros d'investissement dans l'industrie. Le renouvelable, c'est quand même un sujet aujourd'hui, ça représente plus de 10% de nos investissements. Sur 100 000 collaborateurs, nous avons 35 000 en France, dont 10 000 qui travaillent justement sur cette transformation de l'énergie. Donc, en tant que grands énergéticiens, en tant que majeur d'énergie responsable, c'est quand même notre ambition, et ben, c'est aussi de porter le message que l'industrie, il y a un avenir. L'avenir, ben, il faut la travailler, il faut qu'on soit courageux, et ensemble, on peut y arriver. Mais il faut vraiment qu'on y croie. Et ce message, il va autant des jeunes, qu'on leur dise dans les programmes d'insertion, croyez en vous-même, vous avez les capacités pour changer vos vies. Et ben, c'est également, nous les industriels, il faut qu'on croie en nous-mêmes pour pouvoir révolutionner et transformer l'industrie. Et on parlera évidemment de tout ce qui est renouvelable, écologie dans notre partie, mais je voulais d'abord juste poser une question. La politique industrielle française, on parle des grands groupes, on parle des PME, etc. Mais moi j'ai l'impression que c'est la politique industrielle qui est faite en France, elle se concentre quand même essentiellement sur les grands groupes, dont le vôtre. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi se concentrer sur justement les PME qui sont créatrices d'emplois? Vous l'avez tous les deux mentionné. Est-ce qu'on ne doit pas aussi un peu changer de perspective? Oui, alors faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par politique industrielle. Effectivement, on a en France une structure, je dirais, industrielle qui fait qu'on a des grands groupes et en dessous, on a beaucoup d'entreprises qui sont sous-traitants de ces grands groupes. Et puis à côté, on a des entreprises, je dirais, des champions cachés qui font des produits propres. Alors on a la même chose en Allemagne, sauf que la part des champions cachés est un petit peu plus importante. Alors faire de la politique industrielle, c'est bien évidemment jouer sur des grands leviers que sont notamment la capacité à former, je dirais, les profils dont l'industrie a besoin. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font en termes d'accompagnement des entreprises qu'il faut quand même souligner, dont on ne parle pas beaucoup. Je pense notamment à tout ce que fait BPI France, la Banque publique d'investissement, les programmes accélérateurs qui quand même à chaque fois embarquent entre 30 et 60 entreprises PME, parfois ETI, et qui sont des programmes où il y a à la fois de la formation, mais il y a aussi un accompagnement en conseil à des taux tout à fait bonifiés qui permettent aux entreprises de travailler, d'identifier et de travailler sur les vrais sujets limitant leur croissance. Donc ça, je dirais, c'est des idées assez intéressantes. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Je pense que, j'ai pas vu d'équivalent en Allemagne, en tout cas sous cette forme-là, et ça donne des résultats. Donc là, je pense que pour moi, la politique industrielle, on peut la faire par grandes filières, on peut avoir un conseil national de l'industrie. Bon, ça va comme se faire beaucoup je dirais, dans le sens des grands donneurs d'ordre, donc des grands groupes. Je pense qu'il est essentiel aussi d'accompagner au cas par cas, de manière extrêmement fine, les PME, les ETI dans les territoires. Et justement, des territoires, est-ce que la réindustrialisation, est-ce qu'elle doit aussi, est-ce qu'elle serait uniquement pertinente si elle se fait sur l'ensemble des territoires? On parlait de l'industrie en ville, mais justement, dans toutes les petites villes, on a vu, quand on regarde la presse, il suffit de voir certains villages ou villes qui se désertent parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de services publics, etc. Est-ce que la réindustrialisation aussi, elle ne doit pas répondre à cette question de désertification territoriale? Déjà, essayons de garder ce qui existe. Moi, j'ai quand même été étonné lors du mouvement des Gilets jaunes, et on a beaucoup parlé de la désertification des services publics et autres, mais à quel moment, me semble-t-il, j'ai suivi ça d'assez près, on a parlé du rôle que jouent les entreprises dans les territoires, les PME et les ETI qui sont là, et qui, si demain elles venaient à disparaître, comme vous le dites, effectivement, créeraient des effets de désertification absolument terribles. Donc essayons déjà de préserver l'existant. Je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont tout à fait solides et qui ne demandent qu'à croître. Après, décréter la réindustrialisation, c'est difficile, mais je pense qu'un des leviers essentiels demain, ça va être la capacité à accéder à une ressource de plus en plus rare, que sont les profils compétents. Donc là, je pense qu'effectivement, par ce biais-là, l'État peut jouer un rôle, les régions. Ouais. Enfin,
on a souvent tendance à avoir le verre à moitié vide. On oublie qu'en France, on a des infrastructures qui sont juste incroyables. Bordeaux, c'est à 2 heures de Paris maintenant. Rennes, c'est à 1 heure et demie de Paris. Et le numérique répond à des aspirations des plus jeunes générations, mais globalement, finalement, de la plupart des collaborateurs. Lorsqu'on les sonde, lorsqu'on les interroge sur les conditions du bien-être au travail ou sur des avantages qu'ils aimeraient obtenir dans l'organisation, dans la balance, finalement, entre leur vie privée et leur vie professionnelle, le numérique joue un rôle. Les gens ont de plus en plus d'aspiration à travailler on appelle ça le home office, en remote working, et donc le numérique permet justement aujourd'hui de créer des conditions, de créer une infrastructure, de créer un mode d'interaction entre le management, entre les contributeurs individuels, qui n'était pas possible. Voilà, on parle de la 5G, on parle de l'abandon des zones blanches, on met à disposition quand même des infrastructures qui sont assez incroyables. Et donc en ça, il y a, de mon point de vue, une vraie volonté de potentiellement pallier à ces enjeux ou à ces risques de désertification en donnant la possibilité aux individus qui le souhaitent, aux personnes qui ont des aspirations de revenir à des modes de vie autres que les modes de vie urbains, de pouvoir accéder à réaliser leur travail finalement n'importe où ils se trouvent. Donc ça, c'est quelque chose que le numérique permet. Il y a un deuxième élément également qui me semble important de mettre en avant. On entend souvent dire on veut que la France soit une tech nation. On a, sous l'impulsion du secrétariat d'État au numérique, lancé un label qui est le Next 40. C'est arrivé en septembre de l'année dernière. Le Next 40 qui regroupe les 40 entreprises de la technologie les plus prometteuses. On a eu la chance de faire partie de ce classement, mais il y a une volonté finalement de permettre à ces entreprises du numérique de grandir, de créer les conditions de les faire grandir vite, d'interagir avec les entreprises du CAC 40, donc c'était aussi ce parallèle entre le Next 40 et le CAC 40, de permettre aussi aux grands groupes français, vous parliez de 16 milliards ou 18 milliards d'investissements, que finalement des entreprises comme les nôtres bénéficient d'une manière ou d'une autre de ces investissements et que les grands industriels français contribuent, jouent leur rôle dans l'émergence de nouveaux champions qui seront des champions qui viendront du numérique. Je vais prendre une question du public qui dit « Quid du cosmolocalisme transporter de l'information numérique et produire localement au bon endroit, utilisant les ressources locales ?» Je ne sais pas. Voilà, parce que... Le coupable se désigne. Je peux essayer en parlant justement on parle de territoire, on parle d'industrialisation au niveau du territoire, on parle de comment est-ce que l'industrie est en lien avec son territoire. Aujourd'hui, Total, je l'ai dit, 3500 stations-service en France, 6 grandes plateformes industrielles, nous avons des usines de batteries, nous avons des usines Hutchinson qui font des matériaux pour le domaine du transport. Toutes ces installations, aussi petites et grandes soient-elles, sont en parfaite, je dirais, cohésion avec les acteurs économiques locaux au niveau du territoire. Et ça, c'est une des beautés de cette boîte, qui est celle que quand on est sur un territoire, quand on fait un projet, quand on réalise un projet, eh bien, on regarde tout de suite autour avec qui sont nos voisins, quelles sont les entités qui peuvent justement pouvoir bénéficier de ces avancées. Et donc, toujours, et ça c'est vraiment un principe qu'on utilise même pour un projet comme celui de l'insertion, regardez quelles sont nos parties prenantes. Et travailler avec ces parties prenantes pour que justement des grandes entreprises comme Total, des majors au niveau du CAC, peuvent également avoir le rôle au niveau des territoires et au niveau très local. Jean-Daniel ? Oui, alors sans aller jusqu'à ce terme cosmocalisme que je découvre, merci. Ce que je remarque en tout cas sur le terrain, c'est que de plus en plus d'entreprises industrielles réfléchissent à la notion de proximité. C'est-à-dire que là où on a eu pendant très très longtemps un éclatement, un élargissement des chaînes de valeur, avec, je prends juste l'exemple de l'aéronautique, des pièces qui pouvaient faire 3 fois le tour du monde avant d'être montées sur un avion, parce qu'elles étaient fondues à tel endroit, usinées à tel autre, traitement thermique encore là, et puis ça repartait, et ainsi de suite. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises réfléchissent à raccourcir ces chaînes de valeur. Pourquoi ? D'une part, parce que ça coûte cher, les coûts logistiques augmentent. Deuxièmement, parce qu'il y a la question du bilan carbone. Mais surtout, et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que les jeunes qui rentrent maintenant chez eux leur demandent des comptes. Et quand ils rentrent, ils disent « Moi, je veux bien venir chez vous. Je suis un super ingénieur, mais je veux que vous me montriez, je veux travailler sur des projets qui ont quelque chose à voir avec l'économie circulaire, je veux travailler sur des projets qui sont good pour la planète. » Et ça, c'est un puissant levier. Donc on voit des exemples aussi d'entreprises qui réfléchissent leur modèle
aujourd'hui avec cette logique-là. Je vais juste prendre un exemple. Une très belle PME française qui est en train de grossir, qui s'appelle Carbonex. Carbonex, ils font du charbon de bois. C'est un truc, il n'y a pas plus ancien que le charbon de bois. Hein, c'est la première manière de transporter l'énergie, c'est le charbon de bois. Ils ont inventé un système qui permet de fabriquer du charbon de bois de manière, entre guillemets, écologique. C'est-à-dire qu'au lieu de rejeter tous les produits de la pyrolyse dans l'atmosphère, ils arrivent à capter tout ça, les goudrons, les gaz, ils les brûlent pour faire de l'électricité, et la chaleur, ils l'utilisent pour sécher le bois. Donc ils sont quasiment neutres, enfin j'ai un circuit énergétique quasiment fermé. Et aujourd'hui, ils réfléchissent à utiliser cette chaleur pour alimenter des serres, pour y faire pousser des produits tropicaux. Donc là, on est complètement dans le cosmo-localisme, puisqu'on ne va plus les transporter, ces produits tropicaux. Donc vous voyez, il y a des tas d'initiatives aujourd'hui, très intelligentes, très innovantes, qui vont dans ce sens-là. Est-ce que c'est possible, du coup, d'allier industrie 4.0 et écologie, et comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'industrie prenne bien ce tournant-là de responsabilité environnementale ? L'industrie 4.0, au départ, effectivement, n'a pas été, je dirais, sous le sceau de l'économie circulaire. L'idée, c'était, comme je vous le disais, de redonner une vision où on allait faire des séries unitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y arrive. Ce qui était au début, je vais faire des économies, d'efficience énergétique grâce au 4.0. On voit aujourd'hui des modèles qui sont plutôt dans cette approche d'économie circulaire. Il y a quelques années, à la foire de Hanovre, Siemens présentait une machine qui faisait du yaourt à la demande. Donc vous arriviez, vous disiez, je veux yaourt à la mangue. J'ai un yaourt à la mangue, yaourt au café, il y avait 3-4 yaourts et vous repartiez avec votre yaourt, vous étiez très content. Imaginez demain que toutes ces vitrines de supermarchés où on a je ne sais pas combien de dizaines, voire centaines de yaourts différents, de la vache, de la brebis, demi-écrémé, avec de la fraise, qu'on ait une machine et qui vous fasse le yaourt à la demande. Tous ces yaourts je ne sais pas quel est le pourcentage de yaourt qui est jeté aujourd'hui parce qu'il a dépassé sa date de sa DLUO, mais c'est quand même assez monstrueux. Voilà clairement un exemple qui montre que l'industrie 4.0, la série de taille 1 appliquée à la fabrication de yaourts, peut faire du bien à l'environnement. Une réaction ? Oui, enfin, sur la responsabilité finalement de l'industrie pour créer des conditions favorables à l'épanouissement de tout un chacun. Vraiment, le numérique a permis, en tout cas c'est une conviction que j'ai chevillée au corps, a permis et permet encore de permettre aux gens de passer beaucoup moins de temps à essayer d'organiser leur travail et beaucoup plus de temps à réaliser leur travail. Et quelque part, que leurs idées, que leur potentiel créatif, que finalement que les compétences qu'ils ont acquises puissent s'exprimer et ne soient pas perdues dans des tâches répétitives, des tâches qui sont liées à des désorganisations X ou Y. Il faut bien voir quand même que les industriels que nous sommes, de toute taille, ont un rôle pour reconnecter les collaborateurs et redonner du sens au travail. Mais pour l'environnement, précisément ? Également pour l'environnement, on peut diminuer considérablement les temps de transport. Encore une fois, beaucoup de collaborateurs aujourd'hui dans les entreprises ont des aspirations qui sont des aspirations de pouvoir mieux organiser leur vie, mieux organiser leur travail, passer moins de temps dans les transports. Voilà. Et donc il y a comme ça à travers le numérique, la mise en place de toutes ces infrastructures. Mais si je prends même la livraison de produits, le transport multimodal, je vais y arriver, voilà, il est forcément polluant. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne pourra pas rendre complètement vertes dans l'industrie. C'est complètement illusoire, non ? C'est complètement illusoire, bien sûr, mais on peut considérablement réduire l'empreinte carbone de pas mal d'activités qui se sont aujourd'hui, je dirais, développées avec des chaînes logistiques beaucoup trop étendues. Et on est, je pense, aujourd'hui dans un mouvement, en tout cas, moi je le constate sur le terrain, un mouvement inverse où on va vers une multiplication en fait, des interactions locales, où les entreprises recherchent de plus en plus des partenaires de proximité. Donc ça, c'est un mouvement qui est enclenché. Et cette transition, donc c'est quelque chose également qu'on confirme. Un projet comme celui de l'industrie, un campus de l'industrie du futur, c'est un bâtiment en bois avec plusieurs dizaines de tonnes de bois qui peuvent capter plusieurs dizaines de tonnes de CO2 et des installations photovoltaïques. Donc on est en train de démontrer quand même la transformation. On travaille avec Romain et Isabelle qui sont là aussi sur justement ces transformations. Et comment est-ce qu'on peut animer une entreprise comme Total de l'interne pour accompagner les transformations énergétiques. Vous parlez au niveau des transports multimodaux, on a signé des partenariats pour pousser du gaz au niveau des transports maritimes avec les plus grands affréteurs au monde. Et le gaz est quand même 2 fois moins
2 fois moins impactants au niveau du CO2 que le fuel. D'autres exemples sur les biocarburants, sur le photovoltaïque, sur l'éolien offshore. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est, et là-dessus je vais insister, l'industrie et le renouvelable, par rapport aux 350% requis au niveau des investissements mondiaux sur ces énergies-là d'ici à 2040 pour tenir les engagements, ça représente des investissements colossaux. Ces investissements, l'ordre de grandeur, pour revenir par rapport également au sujet de l'emploi, c'est entre 2 et 5 emplois par million d'euros investis dans le cadre du renouvelable. Donc il y a quand même un win-win situation qu'il faut absolument saisir et pour lequel on est en train d'y travailler. Et est-ce que, et ce sera ma dernière question, parce que cette table ronde s'achève, mais est-ce que les pouvoirs publics, quand on voit par exemple la Commission européenne qui a proposé le 14 janvier dernier donc son New Green Deal, justement pour viser à une émission zéro de CO2, accompagner les industries, les acteurs économiques européens dans ce sens-là, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce qu'on sent aussi que l'industrie peut être soutenue financièrement par les pouvoirs publics pour aller faire quelque chose de plus vert? Oui, enfin, je veux dire, les pouvoirs publics de l'Europe donnent un cadre. Il faut juste que ce cadre soit pas trop contraignant pour les activités industrielles, parce que derrière, ça peut se révéler contre-productif. Donc il y a parfois une tendance à la surtransposition de certaines normes en France, notamment européennes, qui fait qu'on a tendance à handicaper notre industrie. Donc il faut jouer tous avec les mêmes règles du jeu. Merci à tous les trois. Merci beaucoup pour avoir répondu à cet appel. Merci.